Merci Monsieur Drouet, merci Monsieur le Président. Bonsoir à chacune et chacun. Alors je ne sais pas si je vais complètement répondre à tous les attendus que vous avez fixés, parce que je pense que je n'avais pas la complète légitimité. Néanmoins, c'est vrai qu'en vous présentant les travaux du Conseil économique, social et environnemental sur la fin de vie, bien, ça nous permet d'ouvrir un certain nombre de réflexions qui, avant d'arriver aux propositions ou aux préconisations, qui nous ont semblé, en tous les cas dans le groupe que j'ai eu l'honneur avec lequel j'ai eu l'honneur de participer, mais aussi dans le cadre de la Convention citoyenne qui s'est réunie pendant quelques mois, ça nous a permis de poser sereinement, parce qu'il faut parler de sereinement, les problématiques qui aujourd'hui nous questionnent sur pourquoi un débat sur la fin de vie, si on ne s'en tient qu'aux réseaux sociaux, si on en s'en tient aux prises de parole officielles de certains, enfin des prises de parole, je vais les appeler militantes, et pourtant je suis une militante, mais à un moment donné, il nous faut répondre non pas de façon binaire, pour, contre, oui, non, parce que c'est un sujet tellement intime qui touche tellement chacune et chacun déjà dans nos vécus, qui nous interpelle aussi sur notre relation, et vous l'avez dit, à la mort, nous oblige à y penser. Eh bien, tout ça nous a conduit à prendre un peu de, je vais dire comme ça, de hauteur, et en tous les cas, à poser ce débat dans toutes ces contingences, et surtout de ne pas réduire nos travaux à la question qui nous était posée par la Première ministre. Puisque notre avis, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi, vous l'avez dit Monsieur le Président, par la Première ministre en nous posant une question, le cadre d'accord, c'est la question suivante, vous l'avez dans les documents, le cadre de l'accompagnement de la fin de vie actuelle est-il adapté à toutes les situations? Sinon, comment faut-il faire évoluer la loi? Eh bien, autant la question est claire, simple, limpide, autant on n'a pas souhaité rentrer, ou du moins apporter de but en blanc une réponse, même si elles sont très claires, les réponses que nous apportons. Mais en tous les cas, dire, non, le cadre d'accompagnement de la fin de vie actuelle n'est pas adapté, et oui, il faut ouvrir l'aide active, l'accès à l'aide active à mourir. Il faut, voilà. Pourquoi on est passé par ce qui pourrait être considéré comme des détours, mais qui n'en sont pas, puisque dans l'avis que j'ai rapporté, que vous avez pour certains pu récupérer, eh bien on a souhaité d'abord, et justement en écho aux propos que vous teniez, eh bien dans la première partie de notre avis, poser avant tout les conditions de ce que doit être aujourd'hui en France, pour nous, un projet humaniste d'une société solidaire, inclusive et émancipatrice. C'est-à-dire que nous avons souhaité poser des fondamentaux. Pourquoi on a souhaité poser ces fondamentaux, que je vais essayer de vous résumer? C'est bien parce que le débat, ou les questionnements, aujourd'hui autour de la fin de vie, ils pourraient conduire les uns et les autres, par une réponse trop binaire, à ne pas s'interroger sur la notion de la longévité, sur les notions d'accompagnement des personnes et sur les notions ou les besoins de, bien sûr, sûrement ouvrir l'aide active, l'accompagnement de la fin de vie à l'aide active à mourir, mais de donner à chacune et chacun
les moyens de vivre, je veux dire dignement, d'avoir des réponses à son sentiment, parce que ça c'est la pire des choses, le sentiment d'isolement complet, et derrière ces sentiments d'isolement, et on a beaucoup insisté dans la vie, cette notion je ne suis plus utile, et donc, oui, il faut que j'en finisse avec ma vie, ou il faut que je demande à d'autres d'en finir avec ma vie. Puisque ça a été une part de ce qui a émergé avant les travaux du CESE, du style, pour ceux qui, je dirais, c'est sûrement légitime, ne voudraient pas voir évoluer le cadre de la législation actuelle, disent, eh bien, avec l'aide active à mourir, on va supprimer les inutiles, on va supprimer les vieillards, on va supprimer tous ceux qui n'ont pas d'utilité sociale. Alors, j'emploie des termes très forts, mais parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui, pour parler ceux qui ne voudraient pas voir cette évolution sociétale ou qui ne voudraient pas entendre que, eh bien, dans notre société française, on peut et on doit prendre en compte toutes les demandes individuelles, bien entendu, mais avec une notion de société qui, aujourd'hui, répond à des enjeux qui sont sociétaux, humains, humanistes, parce que notre société a évolué. Je pense que certains et certains d'entre vous le savent, hein, l'isolement, les fractures territoriales, la solitude, l'éclatement des familles, parce que beaucoup se retrouvent seuls et seuls, le fait de ne pas avoir en face un système de santé qui puisse apporter des réponses sur l'organisation des soins, les déserts médicaux, le fait de ne pas avoir de professionnels, d'avoir du mal à trouver une infirmière ou un infirmier, de ne pas avoir d'aide à domicile ou des professionnels, et moi je leur dis chapeau bas, qui ont le temps d'accompagner, assez de temps pour accompagner, dont les professions sont valorisées, eh bien ça il faut le remettre au cœur du débat, parce que c'est le début, enfin c'est pour nous, au Conseil économique, social et environnemental, une réponse à apporter, en même temps qu'il faut répondre à la question de la Première ministre. Parce qu'autrement, les débats pourraient être biaisés et il pourrait objectivement y avoir des dérives. Et donc, dans notre société française, dont, sur ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, doit répondre aux enjeux sociétaux qui existent aujourd'hui, tout en ouvrant ou tout en s'interrogeant sur comment mieux accompagner la fin de vie. Donc ça, c'est notre projet. Et d'ailleurs, vous y faisiez référence. C'est vrai qu'on écrit dans cette première partie, eh bien que, par exemple, déjà, il y a Georges Brassens qui, dans sa chanson « Les funérailles d'antan », donc c'était il y a plus de 40 ans, cette chanson, eh bien, disait comment la relation à la mort avait évolué, comment il n'y avait plus ces moments en présence, ces moments familiaux, cette, on veut dire, acculturation à la mort, et que, à force d'éloigner, de vouloir cacher la mort, eh bien, chacune et chacun, on vit cela quand ça arrive, dans notre entourage, quand on sait que ça va arriver, très très douloureusement, on n'y est jamais prêt. Et on n'y sera jamais prêt, mais on peut au moins, à minima, s'y préparer. Donc ça, c'est la première partie, de dire, on ne peut pas répondre à la question si on ne dit pas ce qu'on veut comme société. Si vous avez des questions, j'y reviendrai dans le pratico-pratique, mais c'était quand même important de dire, oulala, en France, aujourd'hui, il y a des tendances, des réalités, des ressentis et des vécus auxquels nous devons solidairement et collectivement apporter des réponses pour ne pas se tromper de débat. Et qu'il en va, je dirais, de la dignité des personnes en général. Ça, c'est notre première partie. Dans la deuxième partie, et ça fait, j'allais dire, s'il y a un lien, on a pris en compte, et vous le disiez, que la loi, parce qu'on fait souvent référence à la loi Claes
de messieurs Claes et Leonetti de 2016, mais sur la fin de vie, eh bien, c'est la loi Claes-Leonetti, c'est la 4e loi. Parce qu'il y a d'abord eu une loi qui était une loi sur les droits des patients, une loi qu'on a appelée la loi Kouchner. Cette loi, elle prévoyait, entre autres, le fait que, eh bien, on pouvait ne pas accepter de traitement. Parce que ça fait partie de nos droits individuels que de ne pas accepter un traitement médical. Bon, on ne va pas aller dans les débats, mais ce droit, il s'applique des fois pas facilement pour la personne quand il y a un peu la pression médicale. Je vais le dire comme cela. Il y a eu aussi une première loi dans cette loi Kouchner, sur la parole, sur la place du citoyen et des patients dans ce qu'on pouvait appeler de la démocratie sanitaire. Ensuite, une autre loi qui a consacré, et c'est la loi Leonetti, le principe du non-acharnement médical. C'est écrit. Ensuite, alors entre deux, il y a eu excusez-moi, j'ai un petit trou, une loi qui prévoyait comment devaient s'organiser les décisions collégiales et l'organisation de l'accompagnement de la fin de vie. Et enfin, on a eu la loi Claes-Leonetti qui a là instauré, celle que j'avais oubliée, c'est une première loi sur les soins palliatifs, mais qui était très vague. Et la loi Claes-Leonetti, elle, en 2016, a sacralisé, je vais le dire comme ça, le principe des soins palliatifs. Cette loi, elle est très importante. Mais quand on en fait un bilan, et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce bilan de la loi Claes-Leonetti, qui, elle, prévoit dans les soins palliatifs, c'est quoi? C'est d'accompagner la personne ou les personnes dont les pronostics vitaux sont engagés, de les accompagner pour permettre l'allègement des souffrances, pour intégrer des médecines qu'on va appeler autres que le médicament ou le traitement chimique, la radio et voilà, de la chirurgie, et prévoit aussi dans cette loi donc le développement de cette culture de soins palliatifs, mais aussi prévoit que quand le pronostic vital est engagé à court terme, il puisse, avec le consentement de la personne ou de la personne de confiance et sur décision collégiale, y avoir une sédation profonde et continue. Ça, c'est la loi Claes-Leonetti de 2016. Sur cette loi, on en a fait un bilan, parce que presque on pourrait dire qu'elle se suffit à elle-même, cette loi. Et certains nous le disent, puisqu'on y prévoit cet accompagnement, cette prise en charge bienveillante. Et quand je dis bienveillante, c'est pas un bilan, enfin, c'est vraiment cette notion d'attention, de temps, d'accompagnement, sauf que sur le bilan de la loi Claes-Leonetti, je vais vous résumer notre bilan, mais voilà, on n'est pas le CESE, même si c'était la troisième chambre de la République, on n'est pas les seuls à porter le même regard sur le bilan de la loi Claes-Leonetti. Le Conseil national d'éthique, de consultation nationale d'éthique, a porté le même regard et a tiré les mêmes conclusions. C'est que, il y a des lacunes dans la mise en œuvre de la loi et des inégalités d'accès. Alors, vous le voyez s'afficher, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en tous les cas, un manque de clarté du cadre législatif. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'ombre dans la loi Claes-Leonetti qui ouvrent des interprétations possibles. Par exemple, la notion de pronostic vital engagé à court terme, les notions de court terme, c'est plus la pratique qui a fait qu'il y a une définition apportée de quelques jours à quelques semaines,
quelques jours à quelques semaines. Et la pratique, aujourd'hui, l'observation des pratiques démontre que c'est souvent l'entrée en soins palliatifs, c'est le dernier soin, alors même que la notion de soins palliatifs pourrait ou devrait être intégrée beaucoup plus tôt. Manque de moyens humains et financiers. Je sais pas, je pense que parmi vous, il y a des soignants, des accompagnants, des familles qui se sont heurtées au manque d'unités de soins palliatifs, de réponse de nombre de lits, et c'est une évidence. Si je voulais un simple exemple aujourd'hui, il y a 20 départements qui ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs. Là où il y a des unités de soins palliatifs ou des lits de soins palliatifs, souvent les budgets sont détournés. Il faut le savoir, parce qu'il y a une dotation budgétaire, mais c'est lié aussi au manque d'ambition et de moyens de l'hôpital en général et de notre système de santé. Mais voilà, c'est pas très bien tracé. Les inégalités territoriales et sociales, je les ai abordées sur le territorial. Sur inégalités sociales, il y en a. Et dans notre avis, on s'est beaucoup penché sur les personnes vulnérables. Et souvent, les personnes vulnérables, celles qui sont éloignées, je vous en parlais, les personnes avec des très faibles revenus, ou ceux qui sont très isolés et dans des situations dramatiques, eh bien, l'orientation vers des soins palliatifs, quand il y en a, n'est pas la première mesure ou la première décision qui est prise par l'entourage. Ensuite, pourquoi cette loi en fait un bilan négatif? C'est qu'il n'y a pas de promotion aujourd'hui, c'est écrit comme ça, de culture intégrative des soins palliatifs. Je vous disais à l'instant, les soins palliatifs, même s'il y a eu des efforts énormes, qu'il y a des équipes engagées sur le terrain qui sont formidables. Il n'empêche que, par exemple, ce n'est pas intégré dans la formation initiale des médecins. C'est même pas une spécialité. C'est même pas une spécialité. C'est je m'intéresse à, et donc je vais dire individuellement, voilà, m'intéresser aux soins palliatifs, et ce qui conduit à ce que les soins palliatifs sont proposés en fin du parcours, alors qu'ils pourraient être proposés dès l'annonce d'un diagnostic où on pourrait préparer et accompagner sous différents... Alors, il y a des progrès, je ne suis pas en train de vous dire que tout est noir, mais il y a ce manque de culture intégrative des soins palliatifs, et dans les auditions que nous avons eues, eh bien, c'est des professionnels, des médecins, des infirmiers, des réanimateurs nous ont dit, ben oui, en fait, c'est considéré comme le soin de l'échec. Je parlais d'échec. C'est le soin de l'échec. Et la culture aujourd'hui médicale, c'est peut-être ça qu'il faut aussi peut-être changer un tout petit peu ou faire évoluer, mais il y a des progrès et puis ça se fait. C'est que souvent, le souhait premier, c'est légitime, c'est de soigner, c'est de guérir et d'empêcher la mort. Malheureusement, la mort, elle arrive toujours. Elle arrive toujours à un moment ou à un autre. Et donc s'acharner, et c'est là qu'on retrouve les notions d'acharnement et toutes ces notions-là. Donc là aussi, à changer bien sûr dans les pratiques médicales, dans les pratiques d'accompagnant, mais aussi changer notre vision à nous, citoyennes et citoyens, de ce qu'est la fin de vie ou ce que peut être la fin de vie. Alors, là aussi, gros sujet, c'est le manque de clarté des directives anticipées. Parce que dans les lois que je vous ai citées, il y a l'expression de ce que je veux pour ma fin de vie et pour ma mort. Bon, très peu de Français, 15% de Français ont aujourd'hui rempli leur directive anticipée et ou désigné une personne de confiance. Alors on n'y pense pas, on ne veut pas y penser, parce que c'est lié à notre culture. Ça,
ne pas aller jusque-là, quoique, mais comme on refuse que la mort, c'est un moment de la vie, un maillon de la vie, forcément, je ne vais pas penser à mes directives anticipées. Parce que ça me confronte avec ce qui risque de m'arriver. Et surtout des directives anticipées qui doivent être remplies en pleine conscience. Et qui devraient être re-questionnées, et ça je vais y venir dans les propositions. Donc, et puis elles sont pas claires, les directives anticipées. Et souvent, même on remplit des croix, ou le médecin fait remplir des croix, et s'il y a des personnes qui sont ici, qui travaillent dans des EHPAD, c'est presque une obligation de faire remplir les directives anticipées, et franchement, alors qu'il faut du temps pour remplir les directives anticipées, il faut de l'accompagnement, il faut du dialogue, et bien ce temps-là n'est pas reconnu. Et malheureusement, on a vécu ça au moment de la crise du Covid. C'est compliqué quand même. Et c'est très compliqué à remplir. C'est voilà. Bon. Donc, est-ce qu'on pourrait les simplifier? En tous les cas, il faudra bien un support tout le temps, mais ça méritera des propositions. Alors, l'évaluation de la loi, moi là, je vous donne des éléments qualitatifs. Nous avons eu quelques éléments quantitatifs, mais par exemple, on n'a pas de données nationales fiables. Parce que il n'y a pas, aujourd'hui, on ne décompte pas. C'est pas décompter pour décompter, hein, c'est pas pour mettre dans un tableur Excel, hein, mais on ne sait pas exactement le nombre de sédations profondes et continues. Et pourquoi tout ça? C'est parce que c'est embarqué dans la tarification à l'activité dans les hôpitaux, et que la tarification à l'activité ne permet pas de valoriser l'acte, oui, sûrement, mais surtout tout l'accompagnement, le temps nécessaire, le dialogue, la prise en soin. Et on a aussi mentionné, ça parce qu'on l'a vécu, c'est le manque d'anticipation pour prévoir l'impact d'une crise sanitaire, parce que là, le cadre législatif, il était tellement vague et tout ça que échappé. On le dit, bravo, merci, parce qu'il a fallu pouvoir répondre à des situations dramatiques pendant ce moment-là. Donc, s'il devait y avoir une nouvelle loi sur les soins palliatifs, en tous les cas, il faudra que ce soit précisé. Donc, ça, vous allez voir, on fait beaucoup de préconisations. Et on a enchaîné dans nos travaux, donc, rappelez ce que doit être un projet humaniste, émancipateur, intégral, et donc le bilan de la loi, et nous, ce qu'on dit. Alors, quand je dis nous, vous allez peut-être m'interroger, c'est qui le nous? C'est les membres de la commission temporaire, donc des conseillères et conseillers représentants nommés par leurs organisations et dans les groupes, mais aussi les citoyens qui, eux, ont été réunis en convention citoyenne. Ce qui a été porté, c'est que il y a premièrement aujourd'hui une nécessité, c'est d'affirmer le droit de choisir l'accompagnement de la fin de vie, de sa fin de vie, et ce, dans cette société que l'on souhaite solidaire, inclusive et émancipatrice. C'est d'affirmer ce droit à l'accompagnement, sous toutes ses facettes. Il n'est pas restrictif, sous toutes ses facettes. Deuxièmement, c'est de renforcer les modalités de l'expression du choix. Je vais vous dire les principales préconisations que nous faisons. Et troisièmement, c'est dans notre troisième partie, dans la partie de notre avis, c'est de garantir le droit à l'accompagnement jusqu'à la fin de vie dans le respect de la liberté de choix, de la singularité et de la dignité de la personne. Je vais bien sûr dire quelles sont les préconisations, mais c'est important de cette notion de la liberté de choix. Et tout le travail, je vais dire un petit peu d'éducation, d'information, c'est de se dire qu'il y a un droit, la liberté de choisir, et que ce droit, il faut l'accompagner bien entendu, mais il faut aussi le connaître. Et que ce droit à l'accompagnement de la fin de vie, il peut s'inscrire dans un continuum, dans un cheminement, et que c'est pas A ou B, c'est pas oui ou non, c'est pas ça ou ça. Parce que dans la fin de vie, eh bien, les chemins, ils peuvent être sinueux. Et donc, sur
Le premier axe, affirmer le droit de choisir l'accompagnement de la fin de vie dans une société solidaire, inclusive et émancipatrice. Vous le voyez, vous allez le voir s'inscrire. Eh bien, ce qu'on propose déjà, c'est de modifier la loi pour affirmer qu'en fin de vie, le droit à l'accompagnement est ouvert jusqu'à l'aide active à mourir. Parce que ce n'est pas écrit aujourd'hui. Il n'est même pas écrit dans la loi, parce que c'est traduit différemment, que ça peut être un accompagnement, une aide active, un accompagnement par soins palliatifs. On dit qu'il y a des soins palliatifs, mais ce n'est pas forcément un droit. Donc, dans cette notion d'accompagnement, c'était important de le mentionner. Sur l'expression du choix, mais je vais accélérer, parce que je pense que vous allez avoir un certain nombre de questions. C'est parce que ça nous semble important, c'est de garantir l'accès à une information claire et exhaustive. Ah, vous le disiez, où est-ce que je peux trouver l'imprimé des directives pour remplir mes directives anticipées? Est-ce que ce que j'entends à la radio, à la télé, eh bien ça suffit? Qu'est-ce que c'est l'aide, qu'est-ce que c'est l'accompagnement, la fin de vie? Qu'est-ce que ça recouvre comme droit? Comment je peux exprimer ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie pour ma fin de vie? Eh bien tout ça, à notre sens, ce qu'il faut, c'est une information claire, exhaustive et non partisane. On pourrait dire non militante, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Neutre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, c'est de dire que pour exprimer mon choix, ma liberté de choix, il faut que la communication soit accessible à chacune et chacun, à tout public, que ça ne soit pas réservé qu'à quelques-uns qui, par exemple, participent à des conférences, ont la chance de... Je le dis avec un petit sourire, mais beaucoup ne connaissent pas les modalités pour exprimer sa liberté, son choix, sa liberté de choix. Et donc, pour ça, nous semble qu'une grande campagne nationale ou des relais d'information, une acculturation y compris le plus jeune âge, serait des plus utiles. Et après, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité, on y importe dans les personnes en vulnérabilité, c'est aussi toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne savent pas lire, qui ont des handicaps mentaux, cognitifs, pour que tout ça soit, connu et bien connu. Et surtout, c'est de développer cette dynamique qui est celle des directives anticipées et la désignation de la personne de confiance. Parce que dans la fin de vie, les directives anticipées, c'est pour dire ce que j'ai choisi dans l'hypothèse où je ne suis plus en capacité de redonner mon consentement ou d'exprimer mon choix, et la personne de confiance est là pour témoigner de l'expression de mon choix. Et si, par exemple, je vais le dire comme ça, je suis consciente et que je veux être accompagnée, par exemple, par de la sédation profonde et continue, mais plutôt que ce que les médecins prévoient, eh bien, c'est vrai que moi, je vais l'exprimer, mais si en plus la personne de confiance que j'ai désignée, parce que je dois en désigner une dès que quand je suis hospitalisée, si elle connaît mon choix, c'est encore mieux. Voilà. Et quand il n'y a pas la capacité, le consentement éclairé, vous imaginez que c'est encore plus important. Et tout ça, c'est pas bien connu, c'est pas bien inclus dans les parcours. Et donc, pour garantir l'accompagnement jusqu'à la fin de vie, là, ce qu'on demande en premier, et on a une vraie interrogation, est-ce qu'il faudra que ça soit dans la nouvelle loi ou pas dans la nouvelle loi s'il y en a une, c'est une politique de soins palliatifs à hauteur des ambitions de la loi de 2016. Voilà. Oui, il y a une loi de 2016, mais il faut vraiment que soient donnés tous les moyens humains et financiers pour que l'égalité d'accès aux soins palliatifs sur tous les territoires, y compris ultramarins, soit garantie. Parce qu'on en est très loin aujourd'hui en France.
c'est renforcer la place des bénévoles, parce qu'ils ont une place très très importante, associatifs, les aidants familiaux et les proches aidants, parce qu'aujourd'hui, dans le principe d'accompagnement en soins palliatifs, ce sont des acteurs et des actrices très importants, mais dont la place et le rôle n'est pas toujours accepté ou reconnu. Et en tous les cas, dont la place, le rôle et les missions ne sont pas revalorisés ou valorisés. Parce que c'est du temps pour des proches aidants, c'est du temps pour les bénévoles associatifs, c'est du temps pour les... Et donc là, il y a tout un principe de revaloriser tous les congés qui existent. On l'a mis là, c'est en quatrième, mais on aurait pu le mettre au début, c'est de revaloriser tous les moyens financiers, les modalités de financement, et surtout donc d'y mettre les moyens financiers, ce qui veut dire aussi d'être en capacité d'y mettre les moyens humains, mais ça c'est de la politique, hein, c'est des pouvoirs publics qui ont ce moyen-là. Et de fait, d'être aussi dans une loi, on demande de nous, c'est eux, on verra bien, une loi de programmation et des plans pluriannuels de financement. C'est-à-dire que ça ne soit pas au gré de la loi annuelle sur le financement, la loi de financement de la sécurité sociale. Qu'il y ait des perspectives. Pourquoi cette notion de programmation? C'est parce qu'aussi, notre société, le vieillissement de la société, de nos pyramides des âges, les cas d'allongement de la vie sont des réalités et demande de ne pas prévoir la petite semaine, si vous me passez cette expression-là. Enfin, on propose, parce que c'est un point important pour nous, que la défenseure des droits puisse produire un rapport sur la situation ayant des personnes qui connaissent une ou plusieurs vulnérabilités et sur la garantie qu'ils ont d'accéder aux droits de fin de vie. Parce que les personnes en situation de vulnérabilité, malheureusement, ne voient pas leurs droits aussi bien respectés déjà aujourd'hui des soins palliatifs que les autres. Donc ça, pourquoi pas demander à la défenseure des droits. Enfin, ce que l'on demande, et ce vous l'aurez compris, dans un continuum, parce qu'on l'écrit clairement dans notre avis, c'est noir sur blanc, et on le sait. Dans notre fin de vie, on peut avoir des moments où j'aimerais en finir de suite. Mais après, ah non, peut-être que je vais un peu mieux, je voudrais pouvoir accéder à des soins palliatifs. Ou après, c'est pas binaire, enfin c'est pas une fois que je peux, même si j'ai exprimé mon choix, peut y avoir dans la vie cette prise en compte des demandes réitérées, et on l'écrit, les demandes doivent être réitérées et aussi les décisions doivent être prises collégialement, pas par un seul professionnel, c'est très rarement le cas, quoique. Et donc ce qu'on propose, c'est au-delà, bien sûr, des soins palliatifs, c'est une ouverture et un accès possible à l'aide active à mourir. Pour nous et pour les citoyens, avec des nuances. Eh bien, on demande que pour les personnes atteintes, vous le voyez écrit, de maladies graves et incurables, un état de souffrance physique et psychique insupportable et inapaisable, un droit de demander l'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie. Nous n'avons pas, nous, organisation du CESE, et les citoyens non plus, même s'il y avait plus de, je vais le dire comme ça, de sensibilité à l'ouverture au suicide assisté qu'à l'euthanasie, nous, dans notre avis, on a mis suicide assisté et euthanasie au même niveau, parce qu'il faut aussi prévoir, et on souhaite que soient prévues les situations où je ne peux pas moi-même soit prendre la solution, soit qu'on va me proposer, soit appuyer sur la seringue. Et donc après, ça devient de l'euthanasie. Et c'est la réalité. Quand on regarde, on analyse ce qui se passe en Suisse, ce qui se passe en Belgique, dans les autres pays, eh bien, voilà, on a eu ce panel-là, hein, je veux dire, aujourd'hui, là,
petit peu d'observation pour dire s'il doit y avoir aide active à mourir, c'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Parce que là, si c'était l'un ou l'autre, on renforcerait les inégalités d'accès. Et toutes nos propositions, tous nos travaux, ils ont été faits sur la notion d'égalité et de liberté de choix et de respect de ce droit. Et là, bien entendu, respect pour les... On dit solidairement, parce qu'il y a les personnes, mais il y a aussi les professionnels. Et donc, vous voyez écrit que pour les professionnels de santé, il y a le droit, pour eux, de refuser de pratiquer ces actes eux-mêmes, si, en faisant valoir la clause de conscience, leur clause de conscience, assortie de l'obligation d'information, d'orientation et de prise en charge par les patients, par un ou un autre professionnel ou équipe de professionnels. C'est-à-dire que on met sur un même niveau le respect du droit du choix du patient et celle du professionnel qui ne se verra pas imposer, en faisant valoir sa clause de conscience, le fait de ne pas pratiquer l'acte, suicide assisté ou euthanasie, puisque nous considérons, nous, au CESE, que ce sont des actes. Et on demande même à ce que ce soit des actes médicaux. Et je vois vos réactions. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est notre avis. Ce sont nos préconisations. D'ores et déjà, il y a des discussions. Il y a des avis très tranchés sur la... Mais peut-être que c'est dans le débat qu'on y reviendra. Et donc, là, ce sont nos préconisations principales. Et puis, on propose aussi, bien entendu, d'en tirer toutes les conséquences. Parce que là, je vous ai fait un résumé. Les conséquences en termes de droit. Qui dit ouverture à l'aide active à mourir, dit dépénalisation. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans un pays où on n'est pas franc du collier. Hein. Parce que des suicides assistés, il en existe. Il y en a. Des euthanasies, il y en a. Et surtout, on accepte tacitement que les personnes qui accompagnent les fins de vie comme ça, bien s'interroger. Si jamais il y a un problème, elles sont pénalement répréhensibles. Hein. La famille et les professionnels. Donc quand même, il y a un peu d'hypocrisie aujourd'hui, il faut le dire, sur les modalités d'accompagnement de la fin de vie. Il faut savoir mettre tout ça sur la table sereinement et surtout, peut-être en conclusion, mais j'y reviendrai sur d'autres points, comme on le dit, parce que c'est toujours le débat de savoir, si on donne un droit complémentaire ou supplémentaire, le risque c'est d'en enlever, d'obliger plutôt l'application de ce droit, mais on dit non. Si j'ai décidé, parce que le droit de ne pas être soigné, ça existe, le droit de ne pas demander d'accompagnement, ça existe. Et si je décide, moi, Dominique Joseph, bien de n'être accompagné, de mourir sans soins palliatifs, sans suicide assisté ou sans euthanasie, j'ai ce droit. Ça ne s'oppose pas à tout le monde. Ça ne s'oppose pas à chacun et chacune. Par contre, si je le souhaite, ça, je peux y avoir recours. Et faire vivre ce droit et de demander l'application de ce droit. Voilà. Et je veux dire, c'est un petit peu à l'aune de, comme ça s'était passé dans les débats il y a de nombreuses années, autour de l'IVG. Voilà, je pourrais reprendre le même débat sociétal sur le mariage pour tous. C'est un autre endroit, mais ça ne s'impose pas à tout le monde. Par contre, il y a le droit. Et ça, c'est une notion de liberté et d'égalité, sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui peut nous révolter, enfin en tous les cas, moi personnellement, ça me révolte, c'est que au-delà des faits qui existent et qui sont dans l'hypocrisie, il y a aussi aujourd'hui en France des personnes qui, parce qu'elles ont la connaissance, parce qu'elles ont les réseaux, parce qu'elles ont les moyens financiers, peuvent aller en Suisse ou peuvent aller en Belgique. Et ça, quand on se veut, si je reviens sur la première partie de la vie, une société pleine et entière, je veux dire, qui respecte ces valeurs de base que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui rester sourd à un besoin d'ouverture de l'aide active à mourir qui doit être, bien sûr, encadré. Merci.
Voilà, oui, ma conclusion. Parce que, a priori, elle plaît, mais voilà, non, mais j'ai tenu à conclure, enfin, voilà. Et puis j'ai aussi dans ma conclusion, excusez-moi, je dis la mienne parce que dans un travail collectif, il y a quelques parties d'un rapport qui appartiennent à, voilà, qui sont un petit peu personnelles. Dans la conclusion, moi, c'est permis, j'ai proposé qu'on écrive que s'il y a une nouvelle loi, ça ne sera pas la dernière loi. Parce que sur cette question de la fin de vie, on n'a pas traité, mais je te laisse les questions, on n'a pas traité certaines situations. Par exemple, les mineurs. On n'a pas eu le temps, c'est trop foncé. Mais il faudra bien se poser la question. Puis il y a aussi des progrès médicaux, il y a aussi des progrès, donc, et la société évolue. Donc, sûrement un pas de plus, mais pas le dernier pas. Et qui pourrait dire un jour qu'il y aura un dernier pas dans ce type de situation. Et c'est aussi de dire que, voilà, dans notre société, enfin, pour moi, c'est important qu'une société s'honore toujours en octroyant solidairement de nouveaux droits à celles et ceux qui souhaitent librement y recourir, sans pour autant renier ceux des autres. Ça, c'est ce que j'appelle le respect, la liberté, la fraternité et la solidarité.